une seule. Eh bien, écoutez, en qualité de secrétaire général de la CIB, j'ai le plaisir de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire. Ce n'est pas un mot français, mais malgré tout, il faut se mettre dans le moderne où aujourd'hui, compte tenu du temps de pandémie, les relations se font essentiellement dans le digital et parfois l'usage des mots anglais. Mais heureux de vous accueillir le confrères, d'accueillir également des étudiants qui sont intéressés par les questions majeures que nous avons traitées de cet après-midi. Nous réalisons cette conférence depuis l'hôtel du barreau, la maison du barreau, qui nous accueille avec ses moyens techniques, et je voudrais remercier le bâtonnier de Paris qui est ici présent, qui est venu donner la parole, qui nous donne également quelques mots d'accueil. Nous sommes dans ces deuxième atelier. Je vous donne la parole. Merci, monsieur le secrétaire de la CIB. Bienvenue donc en virtuel dans ce webinaire. La pandémie que nous avons vécue et tout le débat qui va suivre va montrer les difficultés à la fois de gestion, d'interprétation et d'application du droit à cette situation. La pandémie a démontré, notamment en France, que pour des raisons qui doivent être après interprétées, qui devront être pensées un jour, la liberté, nos libertés ont cédé le pas à des ambiances sécuritaires, soit par une sorte d'autorité médicale qui serait incontestable ou incontestée, soit par une prise de pouvoir sur les politiques de principe de précaution, soit par des peurs, des craintes, des frayeurs de la population, beaucoup de sentiments mêlés, beaucoup de contraintes, beaucoup de contradictions. C'est une situation que nous avons tous connue, nous la connaissons dans le monde entier, nous l'avons connue en France, nous la connaissons aussi dans les barreaux. Et je voudrais vraiment accueillir et remercier les participants des barreaux membres de la CIB. La CIB est une institution à laquelle le barreau de Paris est très attaché. Vous savez que vous pouvez compter sur nous pour vous aider à participer, organiser des webinaires comme cela, participer aux formations qu'offre aussi le barreau de Paris. Tous les membres de la CIB, tous les membres de vos barreaux sont invités permanents de nos formations. Le catalogue de formation est en ligne, mais on fera passer peut-être par le secrétariat ou par la CIB. Nous avons organisé depuis 1 an et demi, depuis 1 an, en mars de la première confinement, beaucoup d'opérations en ligne. Ces opérations en ligne rencontrent beaucoup de succès. On constate que les confrères sont assez assidus, intéressés. Et donc, les formations du barreau de Paris vous sont ouvertes et vous êtes vraiment les bienvenus. Le dernier message que je voulais vous délivrer, c'est que nous avons tous dû faire face à des situations que personne ne pouvait imaginer. Et je dois dire que tant les services de l'ordre ici du barreau, que les confrères à Paris et que les confrères au-delà des barreaux de Paris dans le monde entier, les avocats ont démontré qu'ils étaient résilients, qu'ils étaient résistants. Ils ont montré qu'ils avaient pu continuer à exercer leur métier dans des conditions difficiles, à la fois économiques, mais aussi à la fois des libertés publiques. Et je voudrais saluer vraiment solennellement la capacité des avocats à avoir su s'adapter, à résister et à continuer leur combat pour les libertés. Et le dernier élément que je voulais porter votre attention, j'en ai déjà parlé, c'est que nous avons monté un programme au barreau de Paris qui s'appelle le programme Répit. Répit, comme simplement le fait de pouvoir se poser lorsque vous êtes en difficulté dans vos pays, lorsque vous êtes poursuivi, lorsque vous êtes dans une situation de conflit avec les autorités. Le barreau de Paris organisera la possibilité de vous accueillir physiquement pendant quelques temps à Paris et vous permettre de travailler depuis Paris aux frais du barreau de Paris sur la continuation de vos combats, de vos dossiers, pour vous permettre cette petite période de répit. Donc ce programme a été lancé, il vous sera expliqué. Bienvenue à Paris, bienvenue pour travailler avec nous, bienvenue pour vous former avec le barreau de Paris et bienvenue malheureusement, si vous avez besoin, de la protection du barreau de Paris dans l'exercice de vos fonctions. Je vous souhaite un très bon séminaire. Merci à tous. Merci, M. le Président, de ce accueil. Nous allons
dans ces webinaires, mais avant toute chose, je voudrais évoquer la mémoire du bâtonnier Alioune Badarafal, qui est décédé mercredi dernier. Et je voudrais rendre un hommage à notre ami et le bâtonnier Ochinski, qui est le secrétaire général adjoint aux côtés du bâtonnier Fall, m'a transmis un mot qui est l'hommage rendu par la CIB à la mémoire du bâtonnier Alioune Badarafal. Il y avait une photo que... Aujourd'hui, la CIB est en deuil. Le bâtonnier Alioune Badarafal s'est éteint ce mercredi 3 mars 2021. Avec sa disparition, c'est un pilier de la CIB qui s'effondre. C'était un ancien de la CIB, l'un des sages, l'une de ses voix. Il avait été au sein de la CIB un des compagnons de route du regretté bâtonnier Marius Stadi, au cabinet duquel il avait été stagiaire lorsqu'il était jeune avocat. Il avait une large part dans cet esprit CIB qui fait la magie de notre belle organisation. Et il aimait rappeler le mot de Mario Stasi, qui disait que la CIB était un rendez-vous. Il a représenté le barreau du Sénégal lorsqu'il était secrétaire général, membre du Conseil de l'Ordre, puis bâtonnier. Et lors de la réunion historique qui s'est tenue en 2013 à Hammamet, il a apporté une contribution déterminante dans la rédaction des nouveaux statuts, avec notamment la création des fonctions de secrétaire général adjoint et qu'il a occupé aux côtés de Yves Ochinski. C'est dans ces conditions qu'il a été élu secrétaire général adjoint et chacun se souvient des moments de grande émotion au sein de nos congrès, dans les séances consacrées à la défense de la défense, car le bâtonnier Fall était aux côtés d'Yves Ochinski, président du comité de la défense de la défense, et il n'avait de cesse de rappeler les valeurs de la CIB, les exigences de l'état de droit et le nécessaire combat pour l'indépendance des barreaux. Il était un modèle, un homme d'engagement et d'honneur, un travailleur acharné au service des droits et des libertés. Il a dédié sa vie au service de la CIB, de son barreau, de son pays, qui, ces dernières années, avait reconnu ses grands mérites en le désignant à l'importante fonction de membre du comité de régulation et de l'autorité des marchés publics. Ce grand avocat du monde restera le phare qui continuera à éclairer le chemin de nos pensées et de nos actions. À sa famille, à laquelle il donnait tout son amour, à son épouse, à ses enfants et à ses petits-enfants chéris, la CIB dit son immense admiration pour le grand homme que fut le bâtonnier Fall et adresse ses condoléances particulièrement émues. Je vous propose de rester pendant 5 secondes silencieux à la mémoire du bâtonnier Fall. Et nous avons poursuivi nos travaux et se tient aujourd'hui un webinaire sur une question qui est particulièrement importante. Je remercie M. Dominique Tricot d'être chef d'orchestre de ces webinaires sur la question majeure de la pandémie et des libertés publiques. On aurait pu trouver un autre thème, terrorisme et libertés publiques, mais on pourrait très bien dire terrorisme plus pandémie et libertés publiques. Je vous laisse la parole, M. Tricot, pour l'animation de ce webinaire en remerciant les qui font la CIB et de leur présence et de leur contribution. Monsieur Dominique Tricot, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les bâtonniers, chers confrères, chers consoeurs, chers amis. Selon le dernier pointage qui vient d'être fait par notre webmaster, M. Emile Kefi, vous êtes 419 à nous voir et à nous écouter. C'est donc
des avocats originaires de tous les pays, des 47 pays membres de la CIB, de toute la francophonie, qui nous écoutent et qui nous regardent aujourd'hui pour aborder avec vous ce thème majeur. Alors, tous ne connaissent peut-être pas la CIB, je dirais simplement en 2 phrases que la CIB est née à quelques mètres d'ici le 29 novembre 1985, à l'initiative du bâtonnier de l'époque, le bâtonnier Guy Danet, en présence du garde des Sceaux Robert Badinter. Que depuis maintenant 30 ans, la CIB défend partout où elle le peut les libertés publiques, la confraternité, la défense et la défense de la défense. Et c'est donc évidemment par ce prisme que nous allons réfléchir avec des regards croisés sur pandémie et liberté publique. Cette idée peut être résumée par une phrase des intervenants qui est François Sureau: les temps sont toujours difficiles pour ceux qui n'aiment pas les libertés. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans des temps difficiles pour ceux qui aiment les libertés. Crise sanitaire, confinement des libertés publiques et des droits de la défense. Nous faut parfois avoir le sentiment que nous sommes dans une sorte de mauvais remake de 1984, lorsque nous réfléchissons qu'il a pu exister dans nos pays une obligation générale de ne pas sortir de chez soi, avec des autorisations exceptionnelles et dérogatoires pour bénéficier de la liberté d'aller et venir. Personne ne conteste la gravité de la crise, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de glisser vers le despotisme doux qui a été tant redouté par Tocqueville? Et est-ce qu'après le terrorisme, la Covid n'est pas une nouvelle tentation pour l'État de céder à la tentation de réduire les libertés? Au départ, j'avais employé le terme de droit à la santé. Je me suis fait rappeler à l'ordre par monsieur le ministre Xavier Emmanueli, qui va intervenir, qui m'a dit que ça ne voulait rien dire, et il faut donc parler, nous parlerons du droit à être soigné. Ce droit est un droit qui est proclamé à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est garanti par un bureau des droits de l'homme à laquelle tous les pays membres de l'ONU doivent apporter des résolutions et des comptes rendus de leur action régulièrement. Mais l'article 27 dit donc qu'il s'agit du droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. L'article 12 du pacte relatif aux droits économiques et sociaux reconnaît, lui, le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Il s'agit donc d'un droit fondamental. Les libertés publiques et privées bénéficient de garanties tout aussi fortes, et je ne vous ferai pas l'injure de vous décrire tous les textes qui sont censés les garantir. Aujourd'hui, ces droits ne sont présentés comme contradictoires. Dans une chronique qui est parue cette semaine, Madame Mireille Delmas-Marty évoque même une double extension de la surveillance. L'extension dans le temps, fondée sur une anticipation qui justifierait la surveillance par la prévention, et la globalisation qui serait une extension de la surveillance dans l'espace mondial, réel ou virtuel. La question à laquelle nous allons donc réfléchir avec vous et avec nos invités est celle de l'équilibre entre ces droits, en apparence antagoniques, mais aussi celle de l'efficacité des atteintes aux libertés dans la prévention de la maladie. Nous avions prévu 3 intervenants, et je dois tout de suite dire que M. Alioune, qui est à la fois le directeur d'Amnesty International et l'expert de l'ONU pour les droits de l'homme au Mali, a dû malheureusement à la dernière seconde se décommander, car vous savez peut-être qu'il y a depuis ce matin une situation insurrectionnelle à Dakar et qu'il lui était totalement impossible de participer à notre séminaire. Monsieur Jean-Xavier Keita, que je vois arriver sur l'écran, qui est, si je ne le déforme pas, greffier de la CPI, corrigera si je ne le dis pas exactement tout à l'heure, à la gentillesse de le remplacer au pied levé pour exprimer à la fois la position des États du Sud et également la position de la CPI, dont il est un des principaux représentants. Monsieur François Sureau, vous êtes ancien élève de l'ENA, ancien auditeur au Conseil d'État, ce qui nous intéresse particulièrement quand le Conseil d'État a eu à intervenir depuis le début de la pandémie. Vous êtes avocat au Conseil, vous êtes écrivain français. On dit même que vous avez écrit récemment le programme d'un président de la République actuel. Vous êtes membre de l'Académie française. Vous pouvez, si vous le voulez, prendre la parole dès maintenant.
remercier juste quelques petits éléments égard à un retour récent dans ma famille d'origine. Je ne suis plus avocat pour ça. Et j'ai la grande joie d'être à nouveau par vos parents. Je n'ai pas écrit en rien le programme de l'actuel président de la République, je le précise également. Et je vais directement sauter dans quelques réflexions sans tenir le floor, je vais dire, trop longtemps. Je vais quand même essayer de donner quelques réflexions sur le thème que nous sommes assignés collectivement, qui est le thème de la pandémie et des libertés publiques, en essayant de prendre une vue synthétique de ce qui est en train de se passer et qui, au fond, est de nature à causer un effet de surprise et d'inquiétude aux gens qui, comme moi, sont nés sous la 4e République et qui donc ont fait leurs études de droit à un moment où, parfois violés, certes, un certain nombre de grands principes de droit paraissaient absolument incontestables, de ceux qui ne sont plus à l'heure actuelle et en tout cas ceux qui ne sont plus depuis une vingtaine d'années, posant ainsi la question du pourquoi. Les 3 points que je voudrais traiter successivement sont la manière de concevoir les atteintes aux libertés publiques portées en période de pandémie dans une évolution beaucoup plus générale, le changement de paradigme en réalité de notre philosophie du droit telle qu'elle est mise en œuvre par les gouvernants auxquels on assiste depuis pratiquement une vingtaine d'années et qui n'a fait que se renforcer à l'occasion de la pandémie, et en 3e lieu, les bouleversements institutionnels que ces évolutions causent et dont nous avons été les témoins. Le premier élément, c'est la pandémie dans l'évolution générale. Les défenseurs, les amis des libertés se sont évidemment beaucoup frappés en France, mais dans d'autres pays également, par l'assignation à résidence d'une nation entière décidée de manière finalement assez concentrée, pour ne pas dire solitaire, sans parler des conséquences énormes que ça a eu en matière de liberté de manifester ou sur le fonctionnement normal, par exemple, des droits de la défense ou même de la simple liberté d'accès aux tribunaux et même aux cours constitutionnels pour contester un certain nombre de dispositions liberticides. Ça, c'est sûr que la pandémie a représenté quelque chose d'assez massif, mais le premier point sur lequel je voulais insister, c'est que ça ne date pas d'hier. C'est-à-dire que si au moment où, comme beaucoup d'entre vous, je faisais mes études de droit, on m'avait dit qu'il était possible de maintenir quelqu'un en prison après l'expiration de sa peine sur décision d'une commission administrative pour, à raison de sa dangerosité sociale supposée attestée par des experts. Si on m'avait dit qu'il était possible de voir établir en droit français, heureusement le Conseil constitutionnel y a mis obstacle, un délit cognitif fondé sur la simple consultation de sites jugés dangereux. Si on m'avait dit enfin qu'en matière et j'y étais sensible en qualité d'ancien magistrat administratif, si on m'avait dit enfin qu'on pouvait assister dans l'indifférence générale à l'usage massif du code pénal comme instrument de maintien de l'ordre par la pratique systématique des gardes à vue dont pratiquement moins de 10% est suivi des faits, si on m'avait dit qu'on pouvait voir limiter la liberté de manifester par le filtrage individuel aux ordres du parquet agissant sur le fondement de délits non pas commis mais à commettre, j'aurais dit, au temps où je faisais mes études, quelque chose ne va pas bien du tout. Et cette masse de choses sont ce à quoi nous avons assisté au cours des 20 dernières années. On y a assisté dans une forme d'indifférence politique, c'est-à-dire qu'en tout cas en France, qui est le pays que je connais naturellement le mieux, il a fallu attendre quelques décisions du Conseil constitutionnel pour qu'il soit mis obstacle aux dérives les plus graves, alors que sur tous les bords de l'échiquier politique, les votes parlementaires successifs des lois les plus répressives en témoignent, aucune voix ne s'était pratiquement élevée pour y faire obstacle. Ce qui nous amène à considérer avec une forme de scepticisme les idées selon lesquelles le Parlement serait le gardien des libertés, selon lesquelles la démocratie parlementaire fournirait un rempart aux abus de l'exécutif. Ça n'est pas du tout le cas. Nous avons vécu une période d'extraordinaire interpénétration où globalement le ministère de l'Intérieur faisait la loi et quand la loi n'était pas assez répressive, les syndicats de police eux-mêmes faisaient du lobbying à l'intérieur des assemblées parlementaires, pour ne pas parler des magistrats des différents parquets antiterroristes effectuant cette activité de manière directe.
Ce qui, pour un amateur de liberté publique traditionnelle, au moins s'agissant du fonctionnement de la démocratie parlementaire, pose une véritable question. À cela, la pandémie est venue rajouter un certain nombre d'éléments que je vais détailler ensuite, mais qui n'ont fait qu'aggraver cette situation avec des attitudes surprenantes. Le Conseil d'État refusant d'audiencer une audience de référé liberté relative à la prolongation du régime de la détention provisoire pour cause de pandémie. Je ne dis pas rejetant un référé liberté, mais refusant de l'audiencer, c'est-à-dire se privant même d'un débat public, motif pris qu'il était dangereux probablement de faire statuer les magistrats administratifs sur une question de cette importance, ou le Conseil constitutionnel, bien que son président s'en défende, à tort à mes yeux, trouvant le moyen de ne pas statuer sur les questions prioritaires de constitutionnalité posées par les premiers textes sur l'état d'urgence. Tout ceci, évidemment, est de nature à interroger. Cette question pose la question du pourquoi, parce que la déploration est une chose, l'indignation est une chose, le militantisme est une chose, mais la véritable question, c'est la question du pourquoi, et cette question demanderait de longs développements. Tout se passe en réalité, j'y reviendrai, comme si, en effet, l'objectif de sécurité non seulement apparaissait comme un objectif prééminent, mais on conçoit tout à fait qu'en particulier en période de pandémie, la sécurité sanitaire soit un objectif prééminent, mais c'est un objectif face auquel tous les autres doivent céder, justifiant ainsi des modifications absolument incessantes de la législation dans le but de servir au maximum l'objectif sécuritaire. Une chose est assez frappante dans ces questions, c'est que les défenseurs d'un tel système, défenseurs parfois fort avisés, comme mon ancien collègue Jean-Éric Chetel, qui était à un moment secrétaire général du Conseil constitutionnel, ainsi qu'il l'a exprimé dans un article récent de commentaires, expliquant que le durcissement de la législation pour limiter la liberté, soit en période de terrorisme, soit en période de pandémie, se justifiait par le fait que la législation ordinaire était insuffisamment sensible aux impératifs d'intérêt général. Cette idée me semble tout sauf exacte. Le code pénal est déjà suffisamment répressif, il l'était avant en matière de terrorisme, il permet toutes les investigations possibles. Et quant à la police sanitaire, il n'était pas du tout besoin de faire passer des états d'urgence particuliers pour que le ministre de la Santé, sur le fondement des textes antérieurs, décide de confinement partiel ou totaux. Donc en réalité, il s'agit d'un mouvement idéologique d'une nature tout à fait différente et qui ne peut pas trouver à se fonder sur le fait que les législations ordinaires ne permettraient pas de régler les problèmes graves, terrorisme ou pandémie, auxquels nous faisons face. S'il ne peut s'agir de ça, de quoi alors s'agit-il? Il s'agit en réalité de quelque chose qui dépasse évidemment le cadre de cette intervention et qui est l'augmentation orwellienne du contrôle social, désormais jugé à peu près indispensable par une large majorité du corps social, et de l'autre, et peut-être plus profondément, la disparition de cette idée qu'une société civilisée progresse par l'affrontement des opinions contraires, des options contraires, que cet affrontement, d'ailleurs le cas échéant, peut déboucher parfois sur des choses violentes ou désagréables, à l'oreille ou à l'œil, mais que néanmoins, cette expression continue de la contradiction existante à l'intérieur d'une société est ce qui nous permet progressivement, par la voie institutionnelle, d'édifier une société plus juste. Cette attitude qui fonde en réalité l'idéal traditionnel de la démocratie parlementaire tel qu'il est apparu à la fin du XVIIIe siècle et qui s'est développé au XIXe siècle dans la plupart des États, cet idéal est en train de s'effacer derrière l'idée d'une civilité sanitaire ou antiterroriste gouvernée par les seuls représentants du gouvernement en fonction des options idéologiques qui leur sont propres. Et cette question me paraît véritablement manifester un changement de philosophie sur lequel nous avons à nous interroger. Le troisième point là-dessus, sur l'évolution générale, la pandémie et l'évolution générale, le troisième point qui me paraît intéressant de noter, c'est qu'en réalité, nous avons vu reculer l'idée de la liberté comme liberté créatrice, parce que nous sommes devenus tous plus ou moins, différemment selon les pays certes, mais une société des droits, où chacun veut bénéficier de droits de jouissance ou de crédit sur la société entière, que ce soit de manière individuelle ou communautaire. Alors cet idéal de la liberté a disparu.
on le voit assez bien dans la mesure où qu'est-ce qui justifie, par exemple, pour prendre un exemple simple, qu'est-ce qui justifie que l'autorité judiciaire soit la gardienne des libertés individuelles? Ce qui le justifie n'est pas le fait que le magistrat aime plus la liberté que le sous-préfet. Le magistrat n'aime pas davantage la liberté que le sous-préfet. Et d'ailleurs, s'il l'aimait profondément, peut-être n'aurait-il pas absolument choisi ce métier. Ce métier est d'une autre nature. Il est respectable, mais il est d'une autre nature. Donc, l'idée selon laquelle le magistrat est par essence humaine, individuelle, le gardien de la liberté individuelle, est une idée aussi absurde que celle qui consisterait à dire que le bourreau de Paris, lorsqu'il existait, était le gardien du droit à la vie. Ce n'est pas son métier, il n'est pas là pour ça. En revanche, ce qui justifie la totalité de notre construction, c'est que dans l'exercice de leur vie personnelle, les citoyens ne peuvent pas se trouver exposés à l'intimidation de l'État. Et ce point est extrêmement important parce s'ils peuvent se trouver exposés à l'intimidation de l'État, alors ils ne seront plus jamais réputés pouvoir émettre un vote libre ou choisir librement leur gouvernant. L'idée centrale de notre philosophie des droits politiques, c'est qu'en réalité, les droits individuels, le droit à la vie privée, la liberté d'aller et venir, même les droits qui ne sont pas strictement politiques, comme la liberté d'expression, la liberté de manifester, les droits individuels, l'inviolabilité du domicile, etc., sont placés sous la protection d'un juge. Pourquoi? Parce que ce juge doit être fonctionnellement indépendant de ceux qui votent la loi ou la font exécuter. S'il n'en va pas ainsi, cela veut dire qu'on crée une société dans laquelle le citoyen est indéfiniment soumis à l'intimidation possible des gouvernants. Cette question, cette attitude, qui est notre attitude fondamentale, elle est en train de disparaître et je suis très frappé de voir qu'elle n'est presque plus jamais émise au cours des débats parlementaires qui évoquent les législations répressives. Deuxième point qui me paraît important de souligner, c'est le triple changement de paradigme auquel nous avons assisté en matière de liberté individuelle. Le premier changement, c'est cette idée, rappelée par Schuttel pour la défendre d'ailleurs, que le droit traditionnel, le droit des jours normaux, ne permettrait pas de faire face à des menaces particulières que sont par exemple une pandémie ou une recrudescence d'activités terroristes, et que c'est la raison pour laquelle nous devrions lui substituer en permanence un état dit d'urgence. Le passage de l'état normal à l'état d'urgence est quelque chose qui doit être questionné et qui, le plus souvent, ne l'est pas. Puisque lorsqu'on visait traditionnellement les états exceptionnels dans la législation française, dans les textes de la 4e République qu'on a continué à appliquer par la suite, il s'agissait de l'idée que les pouvoirs publics normaux ne pouvant plus du tout fonctionner, il était nécessaire pour une période de temps très courte, par exemple en situation d'émeute généralisée, de suspendre le fonctionnement institutionnel normal pendant une semaine ou 15 jours, le temps de retrouver une situation normale. C'est la théorie classique des circonstances exceptionnelles et en tant que telle, elle n'est pas contestable et elle ne signifie pas que l'État qui la prévoit, l'État de droit qui la prévoit, est invalide de ce fait. On assiste à présent à quelque chose de tout à fait différent, qui est la substitution d'un état d'urgence quasi permanent, puisqu'un pays comme la France aura vécu ces dernières années la majorité de son temps sous le régime de l'état d'urgence, et que cet état d'urgence, au fond, ne parle moins de l'urgence, qu'il ne contient implicitement une critique à l'égard du fonctionnement normal des institutions. Je donne un exemple simple en matière de lutte contre le terrorisme. Qu'est-ce que l'état d'urgence en matière de lutte contre le terrorisme? Cet état d'urgence ne signifie pas que les coupables d'attentats terroristes pourraient être condamnés à la guillotine, par exemple, par un juge indépendant. Je suis personnellement très opposé à la peine de mort, naturellement, mais on pourrait tout à fait concevoir que quelque chose de ce genre existe. Il ne dit pas, la théorie de l'état d'urgence n'exprime pas cela. Elle exprime que la répression des actes anticiviques, la répression des actes de terrorisme doit être soustraite au juge judiciaire pour être pendant une assez grande période de temps confiée à des administrateurs agissant sous le contrôle du juge administratif. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un durcissement des sanctions possibles pour des actes inadmissibles, sanctions qui existent et dont la répression est tout à fait possible selon les voies ordinaires, mais simplement d'un transfert d'une autorité jugée indépendante vers une autorité jugée dépendante. Je ne le dis pas à la légère, l'une des grandes surprises
de ma vie professionnelle a été de plaider voici quelques années devant le Conseil d'État en référé liberté pour la Ligue des droits de l'homme avec mon confrère Spinozzi sur un des textes de prolongation réglementaire de l'état d'urgence. Notre argument consistait à dire le risque d'attentat terroriste est quasi permanent, mais nous n'allons pas vivre dans les 10 années qui viennent en ayant suspendu la Déclaration des droits de l'homme tout de même. Donc il faut bien qu'il y ait un moment où ça s'arrête. La réponse des représentants autorisés du gouvernement qui siégeaient en face de nous a dit non, non, pas du tout. Vous avez raison, ça serait inadmissible de suspendre à titre permanent la Déclaration des droits, mais néanmoins nous maintiendrons l'état d'urgence jusqu'à ce que nous ayons à peu près partout substitué le juge administratif au juge judiciaire. Je l'ai entendu de mes oreilles. On va dire, bon, pourquoi substituer le juge administratif au juge judiciaire? Parce qu'il s'y connaît, parce que c'est plus commode, parce qu'on trouve toujours un juge de permanence, parce que c'est plus facile, parce qu'ils ne sont pas dévorés par des options idéologiques contestables. Et donc, c'est bien mieux que les préfets puissent rentrer la nuit chez les gens sous le contrôle du juge administratif, plutôt que de voir des magistrats procéder aux perquisitions d'usage sous le contrôle du juge judiciaire. Et ça, c'est extrêmement révélateur parce que ça montre bien que ce qui est visé dans l'état d'urgence n'est pas la prévention ou la sanction de comportements inacceptables dans les situations exceptionnelles, mais véritablement un transfert de pouvoir et d'autorité sur lequel, d'ailleurs, qui est ancien, sur lequel, en matière de droit théorique, le président Canivet avait déjà écrit des articles assez remarquables il y a une quinzaine d'années à peu près, et qui est un sujet absolument préoccupant. Le système même de l'état d'urgence manifeste quelque chose qui va au-delà du traitement des circonstances exceptionnelles. Le deuxième point qui est à remarquer dans le changement paradigmatique, c'est l'oubli de notre construction de base selon laquelle la sécurité et la liberté ne sont pas incompatibles. La conception que nous avons héritée du XVIIIe siècle est de dire que les méchants doivent être punis, mais qui ne peuvent l'être que par une autorité judiciaire indépendante et qui ne peuvent pas l'être autrement. Et ça, c'est une question qui est en train une attitude qui est en train de disparaître et dont la traduction la plus vulgaire est cette formule complètement reprise par un ministre de l'Intérieur après l'autre, selon laquelle la sécurité est la première des libertés. Si la sécurité était la première des libertés, ça voudrait dire qu'il n'a pas existé à peu près d'État plus libre ou de pays ou de ville plus libre que le Moscou de Staline ou le Palerme de Mussolini, dans lequel la sécurité était à peu près totalement assurée par un État massivement répressif. L'affaire de la sécurité et de la liberté me fait absolument penser, d'ailleurs dans l'autre sens, à la réfutation par Simon Leys, l'immense sinologue, des maoïstes des années, enfin des maoïstes gaullistes d'ailleurs des années 60-70, qui expliquaient que le premier droit de l'homme était le droit de manger à sa faim. À quoi Simon Leys répondait qu'il serait fort triste le jour où sur les places publiques, au lieu de statues de la liberté, on verrait des statues sur le socle desquelles il y aurait simplement écrit « À la boulangerie, l'humanité reconnaissante ». La question de la sécurité et de la liberté est exactement l'un de ces faux problèmes dans lequel l'option répressive s'engouffre. La troisième question, qui est une question absolument fondamentale, elle a été relevée par Mireille Delmas-Marty dans l'article récent auquel vous faisiez référence, c'est la préférence systématique pour la prévention. Et cette question est absolument fondamentale, elle a eu des conséquences en droit pénal, elle a eu des conséquences en droit administratif. En droit pénal, on a vu jaillir, notre droit pénal jusque-là était gouverné par cette idée assez simple qu'avant l'acte, il n'y avait pas d'acte. Sous le rapport du moins, à l'exception naturellement de l'intention de le commettre, manifestée par un début de passage, mais avant l'acte, il n'y a pas d'acte. Entre l'association de malfaiteurs en vue de commettre une entreprise terroriste, la création du délit d'entreprise individuelle terroriste, on a vu se développer des idées selon lesquelles, au fond, tel type de comportement, consultation d'un site, détention chez soi d'armes par destination, pouvait en réalité provoquer des sanctions pénales, alors qu'aucun commencement d'acte n'avait eu lieu. Cette idée est absolument, cette idée est un changement absolument radical, puisqu'elle montre bien qu'en définitive, ce qui est visé à travers la prévention, c'est un contrôle social bien supérieur. Il se passe exactement la même chose avec la multiplication des arrêtés courtelinesques relatifs à la fermeture des boulangeries ou à la masse de
de ce que Pierre Manante a appelé la jouissance répressive des gouvernants au moment de la pandémie, c'est-à-dire la tentative de faire oublier globalement une impréparation sanitaire assez majeure ou des déficiences ultérieures dans la politique de vaccination par cette idée d'un contrôle a priori d'une population entière manifesté à grand renfort de communication. J'ai encore en mémoire, au cours du premier confinement, les tweets fabuleux du ministre de l'Intérieur expliquant qu'il avait procédé aujourd'hui à 12 500 contrôles suivis de contraventions variées pour violation du régime de l'attestation. Ce système où la prévention est systématiquement recherchée est un système qui modifie profondément les équilibres de notre droit. Troisième point, et je conclurai par celui-là, la pandémie a généré également chez nous des bouleversements institutionnels qui me paraissent extrêmement frappants. Le premier bouleversement, c'est en réalité, alors il est vrai qu'il est probablement propre à la France qui connaît à présent un régime constitutionnel tout à fait dévoyé par rapport au modèle de 58, même modifié en 1962, c'est-à-dire un régime d'extraordinaire concentration du pouvoir sans pratiquement plus de débat parlementaire utile. La question qui s'est posée au moment du premier confinement était la question de savoir si, au fond, ce confinement était justifié par un arbitrage de la vie sociale, psychique, économique d'un côté et de l'existence sanitaire de l'autre. Je ne dis pas que la solution retenue finalement était mauvaise, mais je dis que l'essence de la démocratie parlementaire est que le public doit être le témoin du débat informé par lequel les gouvernants parviennent aux résultats auxquels ils sont parvenus. Il n'en a rien été. De même, la question de savoir, puisqu'une large partie du confinement était fondée sur l'idée avancée par les gouvernements de la saturation des installations sanitaires et des capacités sanitaires, la question de savoir pourquoi elles n'avaient pas été augmentées dans la période de temps récente n'a pas été visiblement débattue. La question qui est débattue d'ailleurs dans d'autres parlements que le nôtre, y compris le britannique, la question de savoir du coût rapporté, si je puis dire, des indemnisations publiques à l'accélération de la vaccination, par exemple, est une question qui également se pose et qui devrait être traitée dans le cadre d'un débat public. Non seulement ce débat public n'a pas lieu, mais encore l'organe même jusqu'ici considéré comme le plus passif de notre système constitutionnel, de l'exécutif. Je veux parler du Conseil des ministres, qui dispose au moins d'un ordre du jour, donc on peut à peu près savoir ce qui s'est passé, a été écarté pour être remplacé par un Conseil de défense sanitaire qui, en fait, garantit une sorte d'imperméabilité à peu près totale au regard du la défaillance du contrôle, encore une fois, ne consiste pas à dire qu'il aurait fallu faire autrement, je serais bien incapable d'en décider, mais que l'élément essentiel d'une démocratie parlementaire est que le public soit admis à juger de la qualité du débat qui produit à la fin les décisions publiques, et à l'heure actuelle, il n'en est rien. Le deuxième point qui me paraît tout à fait étonnant, c'est les transferts ou les mécanismes substitutifs, les chassés-croisés auxquels on a assisté en matière d'autorité gardienne des libertés publiques. Ceci ne porte pas simplement sur la pandémie, mais aussi ensemble sur la pandémie et le terrorisme. Je vous donnerai un exemple. D'un côté, on a vu pratiquement partout l'autorité judiciaire gardienne des libertés reculer au bénéfice de l'autorité administrative soumise au contrôle du juge administratif, manifestant un transfert dans un sens, mais dans un autre sens, le domaine traditionnel de la police administrative, qui permettait de dire que les manifestations étaient libres, sauf le cas où elles étaient interdites de manière générale. L'association se proposant d'organiser la manifestation pouvant à ce moment-là déférer au juge de l'excès de pouvoir, au besoin en référer, la décision d'interdire telle manifestation. Ce système traditionnel, où pour le coup, le préfet faisait son travail sous le contrôle du juge administratif, a été radicalement changé pour se voir préférer un système, j'en parlais tout à l'heure, de filtrage individuel des manifestants aux ordres du parquet, je schématise globalement, manifestant ainsi la présence de la juridiction, enfin la présence d'une autorité judiciaire, quoi que ce soit qu'on pense du parquet, dans un domaine où au fond il n'a rien à voir. Et le chassé-croisé de ces deux institutions manifeste une confusion mentale que je crois tout à fait préjudiciable à un bon équilibre des libertés publiques. Le deuxième élément de transfert, qui est assez frappant aussi, c'est
d'une certaine manière, en parallèle avec le défaut de discussion parlementaire des grandes options retenues, l'intrusion, dont je ne sais pas au juste personnellement ce qu'il faut en penser, de la justice répressive dans la décision publique même liée à la pandémie. Les perquisitions au siège du Premier ministre ou des ministres, alors que rien n'est fini et que la pandémie court encore, pour savoir si, sur le fondement de quelles informations ils ont pris telle ou telle décision de confinement, s'ils savaient ou s'ils ne savaient pas. Chose sur laquelle on peut s'interroger dans la mesure où on peut penser que ça peut induire la totalité des responsables publics à une attitude d'ouverture systématique du parapluie pénal qui n'est pas de nature à rassurer et à assurer la sécurité sanitaire. Ce qui se passe, c'est un système tout à fait étrange où une extrême concentration du pouvoir a pour corollaire l'extrême pusillanimité du pouvoir, chacun des intervenants de notre jeu institutionnel faisant d'une certaine manière un autre métier que le sien. Et puis le troisième point, qui me paraît extrêmement frappant, c'est au fond, mais ceci est un débat du temps, la substitution d'une gestion quasi permanente, c'est très très propre à la France, de la communication publique par rapport à l'interrogation sur la proportionnalité, qui est ce qui doit guider nos réflexions en matière de liberté publique et qui est de savoir si, au fond, derrière l'idée du terrorisme ou de la pandémie, ne se cache pas tout simplement un caractère beaucoup plus invasif de l'État et des structures publiques, justifié par des intérêts qui sont les intérêts propres de l'État et non pas par l'intérêt de la collectivité. Voilà à peu près ce que je peux. François Sureau, François Sureau, merci de ce constat. Surtout, merci d'avoir proposé des bonnes questions. Je pense que c'est à force de mal poser les questions qu'on aboutit à des réponses perverses. Je me rends compte que j'ai failli à ma mission essentielle, qui était de dire aux 422 maintenant personnes qui nous écoutent qu'elles peuvent intervenir en envoyant un message écrit par lequel elles pourront soit faire connaître leur position, soit poser des questions. Nous essaierons, grâce à notre webmaster, nous essaierons de donner la parole à certains, mais la technique est quelque chose de profondément mystérieux et je ne peux pas prendre d'engagement, je ne saurais tenir. Sans plus attendre, je voudrais donner la parole à M. Xavier Emmanuelli, qui est médecin urgentiste, qui est cofondateur de Médecins sans frontières en 1971, qui a été ministre chargé de l'action humanitaire d'urgence dans le gouvernement de M. Juppé, si je ne me trompe pas, qui a été fondateur du SAMU social et qui est aujourd'hui président du SAMU social international, qui est présent dans 17 pays, particulièrement en Afrique, en Russie, en Égypte et au Pérou. Je sais que vous voulez notamment intervenir sur la façon dont la communication s'est organisée, mais je ne ferai aucune limite aux propos que vous avez prévu de nous. Bon, merci, mais j'ai été très frappé par l'intervention. Quelques doutes sur les définitions de ce qui nous arrive sur la pandémie. Et en particulier sur le conseil scientifique, avec des gens très compétents, bien sûr, mais quand je vois que ça manque, me semble-t-il, de précision, de définition. Monsieur Delfrécy, qui préside le conseil scientifique, a été Monsieur Sida à l'époque, parce que on ne savait pas où on était, qu'est-ce que c'était que cette mystérieuse épidémie qui nous est tombée dessus, qui ne répondait pas aux normes des maladies infectieuses. Et donc, il a été chargé de réfléchir. Il a été donc chargé de mener des actions, des réflexions sur la problématique SIDA. On n'a pas trouvé de vaccin encore à l'heure actuelle, ça fait quand même déjà 30 ans, mais la recherche continue. Donc, je dis ironiquement, parce que à l'époque,
maladie qu'on avait découverte, enfin, qui nous est tombée dessus, c'est une maladie transmissible. C'est-à-dire qu'elle est des gestes, par la sexualité, par le sang, par la drogue, par en tout cas la pénétration à l'intérieur du corps, pour transmettre cette maladie. Vous ne pouvez pas se transmettre comme ça. C'était donc une maladie transmissible. Et le voilà qui est en train de mener une réflexion des actions et des préconisations sur une maladie qui est contagieuse. Ce n'est pas du même type, c'est pas du tout le même type d'attaque du corps. Pour le sida, des gestes, pour une pénétration, et là, donc une maladie transmissible, avec une prévention possible qui a très bien marché, les échanges de seringues, la distribution des préservatifs y est arrivé, on a une maîtrise. Mais dans les maladies contagieuses, c'est bien plus compliqué parce que n'importe qui, quel que soit l'âge, l'état et la configuration, peut l'attraper et la preuve la rattrape. Donc, on est un peu démunis dans la connaissance de cette maladie contagieuse. Personnellement, comme vous l'avez rappelé avec le genre de médecine que j'ai pratiqué, j'ai vécu plusieurs épidémies. Et la plupart du temps, on est arrivé à bout. J'ai vécu des grandes épidémies de variole, qui était une grande tueuse. On l'a maîtrisée avec la vaccination, mais ça avait accompagné l'humanité depuis des années et des années et des siècles même. Ça a même tué nos rois. J'ai vécu la maladie qu'on appelle le choléra dans les grands camps de réfugiés à Goma de Hutu, et qui tuait jusqu'à 20%. Et vous voyez des morts en pagaille, et des enfants, des vieillards. Et on est arrivé à bout. Il y a une vaccination qui protège à 20%, mais ça protégeait. Je vois une épidémie qui est en train de s'éteindre, le virus qui est en train de s'éteindre, la polio. On arrive à bout, en tout cas à maîtriser, à avoir des garde-fous, à condition d'avoir bien maîtrisé le phénomène. Là, je ne suis pas sûr qu'on maîtrise bien. La preuve, c'est que vous avez des projections sur ce que va devenir l'épidémie. On fait des grands mathématiciens, on fait des courbes, des interprétations de ce qu'elle va devenir. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. La preuve, est-ce qu'on dit que cette épidémie dans le monde est en phase descendante, est en phase de disparition à terme? Beaucoup de pays dans le monde se sont quasiment débarrassés, spontanément ou pas spontanément, et est en train de s'éteindre. Alors ça dépend, on dit c'est le froid, c'est le chaud, c'est peut-être les ultraviolets, c'est peut-être aussi la météo, c'est en tout cas sûrement l'environnement. Et donc on ne sait pas. On ne sait pas et c'est très difficile de dire voilà, deuxième vague, troisième vague, et voilà comment il faut se prémunir. Je trouve que c'est un peu audacieux de voir les comportements lointains d'une épidémie dont on n'a même pas la définition. Donc c'est bien les gestes barrières, bon, les masques, la vaccination, c'est ce concept. Mais il y a quelque chose que je puis affirmer. C'est un concept qui s'appelle le concept de la pathocénose. C'est un concept pas très bien connu, à savoir que entre les virus, les bactéries, les champignons, les parasites, il y a comme une sorte d'armistice dans l'évolution, et il y a une espèce de paix armée entre tous ces êtres, en quelque sorte. Et lorsque vous évacuez, combattez une strate de bactéries, par exemple, vous faites monter, vous changez l'équilibre de vie, et là, en particulier, quand on a maîtrisé à peu près les bactéries, et donc ça donne libre cours à l'existence des virus qui sont prébiotiques, ce n'est pas des êtres vivants, mais qui n'avaient pas leur possibilité pleine et entière d'exister tant que l'évolution avait mis au premier niveau les bactéries. Ce qui veut dire qu'on voit apparaître ces virus, le sida, qui s'attaquent à l'immunité même, à la fabrique de l'immunité. C'est très étonnant parce que le schéma pasteurien, pour nous, c'est
en effet la chute d'un paradigme qui était bien confortable avec les vaccins, qui ne marche pas en l'occurrence. Et puis, on voit des virus qui existaient, le virus Ebola, par exemple, qui était quelque part dans les clairières des forêts d'Afrique centrale, du Zaïre, et avec nos mœurs, voilà, qui se diffusent. Il lui est arrivé le sida, justement, qui a trouvé sa chance de se répandre. Et ce virus-là, l'autre virus de pandémie, eh bien, il se répand et on ne sait pas très bien ni comment, ni pourquoi. Je sais, c'est comme tous les virus, un de ces quatre, il va trouver sa place et d'une situation épidémique, on va devenir une situation endémique, en fait, tous les virus normalement constitués. Et tôt ou tard, on va s'habituer à vivre avec ces virus-là. Donc, si vous voulez, moi, c'est les premières réflexions que je voulais me faire. Bien sûr que ça dépend de l'environnement, mais on ne prend pas assez en compte les variations environnementales. On parle du chaud, du froid, on ne parle pas des météos, des coups de froid. Regardez d'un pays européen à un autre, les différences. Regardez d'un continent à l'autre, en Inde, ça a quasiment disparu. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi, on dit avec arrogance, à telle date, ça aura disparu? Donc, si vous voulez, on marche dans l'incertitude et c'est bien de prendre des précautions, encore faut-il qu'elles soient ajustées. M. Sureau disait, à juste titre, qu'il a été dit qu'on ajustait nos comportements à nos possibilités techniques de réanimation, d'hospitalisation. La belle affaire de décrire les besoins aux moyens qu'on a. Donc, c'est une manipulation sociologique infernale. Et il s'est passé au vu de tout le monde, au vu au-dessus de tout le monde. La première configuration des EHPAD, eh bien, il y avait des gens, il y a même un décret, je ne me rappelle plus quelle forme ça a pris, disant, bon, mais les gens qui sont dans les EHPAD sont trop malades, sont leurs derniers jours de vie, vous n'avez pas surchargé les services de réanimation. Vous avez leur donné une fin douce au Rivotril. Alors, pour accompagner, pour faire ce genre de triage thérapeutique, il faut une commission, il faut une consultation, il faut 3 experts. Qui a pris ces décisions? J'aimerais bien savoir. Personne. Ça s'est fait. Ce n'était pas 12 personnes. Quel médecin a pris ça? Personne n'a pris ça. Peut-être le médecin du SAMU. En tout cas, c'est des gens qui ne pouvaient pas aller en réanimation parce qu'ils allaient occuper et faire perdre leur chance à d'autres qui étaient plus jeunes, avec plus de chance. Je ne sais pas, moi je me fais que les réflexions. Il y a longtemps que le droit, c'est le droit à la santé, un état de complet bien-être physique, psychique, social, ça me paraît une utopie, un objectif, mais qui est court. Tout le monde a donné ça. Tous les médecins savent bien que ce n'est pas une finalité, mais que leur devoir, c'est de maintenir un armistice, un équilibre entre les forces internes et externes, et qu'on arrête de gargariser avec le droit à la santé. Moi, je crois que c'est le droit à être soigné, et donc tout le monde a ce droit, tout le monde. À partir du moment où on a prolongé la vie, c'est un autre problème d'ordre métaphysique, mais je crois qu'il y a eu des incompréhensions là-dessus, et que dans nos préconisations, si on veut être logique avec soi-même, il faut augmenter les réanimations, les hospitalisations, faire des hôpitaux de campagne, faire des crises. Cette pandémie, c'est la première du genre. Il y en aura d'autres. On est maintenant dans le monde des virus. Les bactéries, ça y est, on est à peu près maîtrisé. On est dans le moment de la mondialisation. C'est plus épidémie, c'est pandémie. Donc, il va falloir se mettre en ordre de marche pour des vagues successives de virus qui vont arriver. Il y a toujours la recherche
du moment zéro, du coupable. On l'a dit pour le sida, on disait que c'était l'Afrique du Sud, on disait que c'était les Blancs, on a dit toutes sortes de choses, on cherche le moment zéro, comme si ça pouvait exister, comme si les choses ne jaillissaient pas en même temps quand le moment est venu, quand les conditions sont favorables. Donc, si vous voulez, je crois que les problèmes ne sont pas forcément bien posés. On avait l'habitude d'un schéma sanitaire clair. Bon, la réanimation, c'était bien pour on en attendait. Les grands accidents domestiques, accidents de voiture, ça suffisait. Hospitalisation, maladie infectieuse, bon. On avait même pensé que toute entrée dans le système sanitaire vient par l'urgence, pas moi qui vais m'en plaindre, mais surtout, c'est devenu la caricature d'un système sanitaire, mais c'était bien suffisant pour le train-train et la vie quotidienne. Et voilà quelque chose qui vient bousculer un schéma qu'on a mis du temps à mettre en ordre, et puis qui se révèle insuffisant en cas d'épidémie. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Je crois qu'il faut changer plusieurs choses. Le schéma pasteurien, c'est très bien, mais il y a la taille au-dessus, c'est autre chose. Il faut admettre. Le système sanitaire, génial. Oui, mais il était basé sur l'urgence et déclinait de la guerre et des accidents violents domestiques. Maintenant, c'est autre chose. Le vieillissement des populations. Bon, on dit maintenant les EHPAD, ils vont et viennent librement. Et donc, à mon avis, il y a des erreurs d'interprétation. On pose des postulats qui ne sont plus à la hauteur de la situation. Enfin, j'ajoute quelque chose qui m'est cher. Il y a deux mondes qui se sont interprétés. Le monde de la réalité, le monde charnel, si j'ose dire, et le monde virtuel. Jean-Claude Guillemot a trouvé un titre formidable. On assiste à la déréalisation de la réalité. Vous parliez, c'est sur la communication. Le politique s'adresse aux journalistes, qui s'adressera éventuellement par les réseaux sociaux et par les télés et par les informations au peuple. Et le peuple, ça s'emballe aussi. Du coup, le complotisme, tout ce que veut. Le monde virtuel et le monde matériel se sont entremêlés, ce qui est très mauvais pour la maîtrise, en tout cas, et de l'information, de la réalité sur la pandémie. Et surtout, j'ose dire que les experts qui n'ont pas rencontré, jamais rencontré, la forme épidémique et pandémique, en sachant qu'on est dans l'évolution. L'évolution, c'est les mutations perpétuelles. Il y aura celle-là, il y en aura d'autres. Et en plus, notre environnement a changé. Il fait plus chaud, changement climatique. Et donc, on vit tous ensemble dans les villes. Et c'est des masses de population entière. Il faut tenir compte de ça. Tenir compte de la vague pathétique des experts qui sont venus raconter et assurer un stress profond de toute notre civilisation. C'est que, est-ce qu'on va vivre en état précaire, en état d'urgence pendant des mois et des années, parce que la pandémie va devenir épidémique, et il y en aura d'autres. C'est la question que j'aimerais poser. Et surtout, qu'est-ce qu'on fait avec comment on va soigner les gens? Avec quoi? Avec quels outils? Je crois qu'il manque cette réflexion conceptuelle. À la lumière de cette expérience, il faudrait peut-être que des gens neufs et audacieux se posent des questions. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Voilà mon intervention. Merci, Monsieur le Ministre. Jean-Xavier Keïta est un pilier essentiel de la CIB depuis sa création. Il est d'ailleurs l'un des principaux membres du Conseil des sages, qui gouverne l'action et la réflexion de la CIB. Il est également haut fonctionnaire à la Cour pénale internationale. Je vais dire qu'il est lâché, peut-être qu'il va me corriger. En tous les cas, il a la gentillesse d'avoir bien voulu intervenir à la suite de la défection de M. Tin, et donc il nous parlera en même temps de la CPI et du Sud. Et sans plus attendre, je lui donne la parole.
Bonsoir, chers confrères et éminents panélistes. Je voudrais remercier mon confrère et ami Dominique Tricot, qui m'a quasiment commis d'office 2 ou 3 minutes avant le début de ce séminaire, mais c'est la moindre des solidarités entre CIB1 que nous sommes et pour que the show must go on, si vous pouvez me permettre ce petit écart. J'espère pour le Sénégal et pour notre intervenant, Monsieur Tine, qu'il n'y a rien de grave. Parce que s'il s'est absenté à la dernière minute, c'est que pour lui, nécessité faisait loi aussi et qu'il était appelé ailleurs. J'ai regardé très rapidement le sujet et je vais vous confesser que je ne m'étais pas préparé à une telle commission d'office. Mais je me dis qu'un avocat doit toujours être prêt. Et ce pourquoi je peux être prêt, c'est faire un parallèle entre la vie qui peut être professionnelle et le titre ou le sujet que vous nous avez soumis aujourd'hui. La pandémie d'un côté et de l'autre côté, la balance à faire avec les libertés publiques. Je ne vais bien sûr pas entrer, parce que je n'ai pas le niveau de spécialité pour nuancer par rapport à ce que d'aucuns appellent le droit à la santé ou d'autres le droit à être soigné. Avec beaucoup d'humilité, je dirais que ce soit les dirigeants, que ce soit les simples managers que nous pouvons être au niveau d'une entreprise, ou le devoir d'être un citoyen et pouvoir obéir à certaines règles de solidarité, je mettrai de côté droit à la santé ou droit à être soigné. Je dirais qu'avec une telle pandémie, il y a un droit de ne pas être contaminé et surtout un devoir de protéger ou de se protéger les uns les autres ou même les uns des autres. Alors, je vous fais un grand écart avec la CPI parce que, en tant que manager, et je ferai une rapide parenthèse pour dire que je ne suis pas greffier. Le greffier à la Cour pénale, c'est l'administrateur général et je n'ai pas encore ce titre. Je ne l'ambitionne pas, mais je suis fier d'être tout simplement avocat et conseil principal, c'est-à-dire le chef des avocats pour ce qui est de la défense. Parenthèse refermée. Je dis que pour tout responsable, et la CPI a été confrontée en tant qu'organisation internationale, Cour pénale internationale, ayant plus de 1500 intervenants quotidiens dans ses locaux, sans compter les ambassadeurs, les conseillers juridiques des États membres qui viennent pour des réunions ponctuelles, la société civile, les ONG, les visiteurs extérieurs, tout cela a été suspendu au moment de la mi-mars 2020. La cour a d'abord été fermée avec son personnel nécessaire, permanent, c'est-à-dire la sécurité, ceux qui devaient faire également marcher l'ensemble des dispositifs, la lumière, etc., la climatisation. Je dirais que le personnel que nous étions, bien entendu, il fallait respecter non seulement les consignes données par le comité d'urgence qui a été mis en place par la CPI, mais ce comité d'urgence devait rester en lien avec l'État hôte, c'est-à-dire les Pays-Bas. Nous ne pouvions, nous, en tant que CPI, ordonner un droit d'aller et de venir ou de ne pas venir dans les locaux de la CPI pour travailler, tout en ignorant ce qui était décidé par le Royaume des Pays-Bas
et ce qui était décidé tous les mardis par le Premier ministre qui faisait un communiqué. Il fallait toujours se coordonner. Mais the show must go on, et il y avait une obligation de poursuivre les procédures de la CPI et de ne pas les suspendre. Pourquoi? Ben, vous avez évoqué dans votre titre les libertés publiques. La première des libertés que nous avons, c'est celui d'aller et de venir. Mais quand vous êtes privé de votre liberté, comme les détenus que nous avons actuellement à la Cour, il y a de quoi se poser des questions. Est-ce que nous devons suspendre toutes les audiences et ça prolonge inutilement les droits de citoyens présumés innocents? Et cela est en opposition avec des textes fondamentaux du statut de Rome, le droit d'être jugé dans un délai très court, le plus rapide possible, le droit de pouvoir avoir accès à un avocat, le droit de pouvoir s'entretenir avec son avocat et puis dans une langue que vous comprenez, et si par extraordinaire des procès sont organisés, que les droits fondamentaux du suspect ou de l'accusé soient maintenus et préservés, protégés, malgré la pandémie. Tout à l'heure a été évoqué le nom du greffier, mais le greffier, comme le président de la Cour, ils ont ce qu'on appelle en anglais un duty of care. Le duty of care, c'est le droit de protéger, le devoir de préserver tous les intervenants, staff, ONG, de toute difficulté, de toute contrariété ou de toute pandémie, puisque c'est le sujet. Comment donc concilier le devoir de préserver les libertés que je vous ai citées, qui suppose l'intervention d'intervenants dans les locaux de la CPI ou virtuellement? Eh bien, le pari était difficile. Je ne dis pas qu'il a été gagné, mais je pense que tout le monde a dû mettre un peu de l'eau dans son vin, si vous pouvez me permettre cette expression. Imaginez déjà les quelques détenus que nous avons dans les locaux réservés pour la CPI. Ces locaux sont partagés dans un centre de détention avec une aile internationale, partagée avec le tribunal pour l'ex-Yougoslavie. Le tribunal pour l'ex-Yougoslavie a des détenus qui sont plutôt assez âgés, puisque les procédures ont commencé après les années 90. Mais la Cour n'est entrée en fonction que récemment. Le statut de Rome a 23 ans bientôt, mais la Cour elle-même, elle est entrée en fonction en 2002-2003. Pour autant, nous avons des détenus, et vous le savez, et ça c'est valable au niveau national, domestique comme international. Nous parlons de cluster, nous parlons de confinement. Mais les personnes privées provisoirement de leur liberté et qui sont en détention sont dans un confinement naturel, un cluster. Donc, pour le centre de détention, comme pour le greffier ou ceux qui administrent la cour, fallait-il accepter, comme d'habitude, que le droit à son avocat puisse être exercé au niveau du centre de détention? Des mesures particulières ont été prises pour que personne pendant un moment ne puisse avoir accès aux détenus, puisque venant de l'extérieur, imaginez qu'un avocat ou un de ses assistants soit porteur du virus, et à ce moment-là, vous avez le virus qui se répand dans tout le centre de détention avec toutes les complications pour pouvoir soigner, droit à la santé, le droit d'être soigné et d'être même guéri. Mais il était clair que les hôpitaux néerlandais, déjà saturés,
ne pouvait pas être réorganisé pour donner priorité à des détenus qui auraient été contaminés. Il y avait donc un devoir urgent à restreindre certaines libertés pour lesquelles les avocats, et nous les comprenons, n'ont pas été au départ très coopératifs, mais nécessité a fait loi. C'était au départ pour préserver et leurs clients et également les autres détenus. Fallait-il également suspendre les audiences et de dire qu'avec cette pandémie, la vie doit s'arrêter? Non. Il a fallu faire preuve d'ingéniosité. Les informaticiens ont réorganisé se sont préparés pour organiser des audiences virtuelles. J'ai moi-même assisté en tant que conseil principal un de mes confrères pour un de ses clients qui avait été transféré depuis la République centrafricaine et il n'a pas eu accès à son avocat, à son client, pardon, contrairement à l'article 55 et à l'article 67 du statut de Rome. Nous avons tous, en tant qu'avocats, un devoir avant d'assister un de nos clients, de nous entretenir avec lui. Eh bien, figurez-vous que pendant pratiquement 2 mois, mon confrère n'a pu rencontrer son client, mais l'audience de première comparution devait avoir lieu parce que dans les textes de la Cour, il est fondamental que dès l'instant où quelqu'un est privé de sa liberté, dans les meilleurs délais, une première audience doit être organisée par la Cour. Cette audience a été organisée. C'était un défi pour toute la Cour, défi pour les avocats. Dans le cas que je vous ai cité, j'étais en présentiel dans les locaux de la Cour, mais il a fallu montrer sur le plan sanitaire patte blanche, si on peut dire, c'est-à-dire justifier en remplissant un formulaire qui entrait souvent dans la vie privée, mais déclarer sur l'honneur qu'on était en bonne santé, et cela peut être au besoin vérifié par des tests, afin qu'à l'intérieur de la Cour, il n'existe pas de clusters, de nouveaux clusters. Les interprètes, il ne peut y avoir d'international, et il y a un grand principe, c'est d'être jugé dans une langue qu'on comprend parfaitement. Vous avez des juges de diverses nationalités. S'il y a 2 langues de travail, le français et l'anglais, mais il y a également des langues officielles. Mais dès l'instant où nous avons un prévenu, un suspect ou un accusé d'une nationalité autre que celle officielle pour la langue, la Cour a un devoir de lui mettre à disposition des interprètes dans la langue que cet accusé ou ce prévenu comprend parfaitement. Voilà un autre défi. Quid quand le détenu reste en prison et apparaît en visioconférence alors que son confrère est assis à mes côtés et regarde un grand écran et que le président interroge en regardant cet écran. Mes confrères me comprendront. C'est comme contre-interroger un témoin. Et j'ai vécu cette expérience virtuelle assez difficile parce que lorsque vous êtes en présentiel, vous pouvez tester visuellement, regarder ce qu'on appelle en anglais le body language et qui peut être déterminant pour la sincérité d'un témoin. Quid des juges qui vont devoir statuer ultérieurement alors qu'ils ont en virtuel un témoin, qu'ils ont en virtuel un suspect ou un accusé. Et là encore, je vais te proposer de conclure parce que notre créneau horaire va s'arrêter dans quelques minutes et on a des questions auxquelles on doit répondre et nos autres invités peuvent également avoir notre conclusion. Donc d'abord, à nouveau, un très très grand merci d'être intervenu parce qu'on ne regrette jamais de te connaître de fils parce que tu es le meilleur d'entre nous, même dans l'improvisation. Et donc,
Une phrase Je de te remercie. conclusion et un grand merci à toi. Je te remercie, cher modérateur. Je vais conclure, j'allais conclure. Tout cela pour vous dire que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau international, dès l'instant où vous avez la responsabilité de faire fonctionner une entreprise ou un mécanisme et qu'il y a une pandémie qui a arrêté le monde entier, vous devez prendre vos responsabilités et chacun des intervenants a un devoir de faire une balance nécessaire entre les droits qui sont fondamentaux, les libertés publiques et surtout le devoir de ne contaminer ou de n'exposer qui que ce soit. Et ça, c'est aussi une révision des grands principes qui ont été les nôtres dans un procès ou dans la vie et qui nous amène à une réflexion un peu plus indulgente, en tout cas, vis-à-vis des décideurs, mais sans pour autant céder au respect des grands principes. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Jean-Xavier. Et avant de proposer à chacun... Xavier Jean, s'il te plaît. Xavier Jean, je t'aime. Pardon, je ne devrais pas m'exprimer comme ça devant les participants de plusieurs continents. Mais c'est vrai. Moi non plus. Moi non plus. Avant de proposer à nos intervenants de conclure en nous disant quelles pistes ils voyaient pour l'avenir, quelles recommandations ils pouvaient donner, il y a une question. Je me tourne de notre webmaster. Est-ce que je la lis ou est-ce que nous avons accès à l'auteur de la question qui peut intervenir directement? Alors, il s'agit de Maître Pierre-Henri Briot. Je vais voir si je peux le mettre en tant qu'intervenant afin qu'il puisse la poser directement. Un instant. C'est l'occasion de remercier à nouveau le barreau de Paris, car sa technique est post-moderne, mais il n'empêche que ce n'est que de la technique. Alors, Maître Briot, s'il peut se manifester, je puisse le trouver comme vous êtes 400 participants. Ah, je l'ai trouvé. Je vais activer le son. Normalement, il va pouvoir s'exprimer. Monsieur Kefi, c'est de la haute technologie, vous faites l'admiration de tous. Non, c'est pas encore gagné. Tu n'encourages pas. Alors, voilà. Bon, je vous invite à poser la question directement. Alors, la question de Maître Pierre-Henri Briot, qui nous avait également adressé par écrit, est la suivante. Une question à Maître Sureau. On a parfois l'impression que le périmètre d'exercice de certaines libertés, liberté de manifester, liberté en jeu à l'occasion de la situation sanitaire, est aujourd'hui restreint en proportion de la capacité que l'État a à en assurer la jouissance. Ainsi, si l'État anticipe son incapacité à contenir des débordements, il choisit de restreindre la liberté de manifester en procédant à des filtrages. La question des restrictions de liberté n'est-elle donc pas tant celle d'une tentation permanente du contrôle par l'État que celle des moyens de l'État? C'est inquiétant de penser que l'exercice d'une liberté puisse dépendre des moyens de l'État, mais ce serait aussi rassurant en un sens de constater que ce n'est pas par vocation professionnelle et amour de la contrainte que l'État ne permet pas l'exercice des libertés. Merci. Maître Sureau, vous avez la parole. C'est une question, c'est un des sujets que j'aurais aimé pouvoir traiter et qui est un sujet absolument fondamental. Et comme on dit dans les mauvaises émissions, merci d'avoir posé la question. Il y a quand même plusieurs points là-dessus. Je ferai quand même un point, je ne suis pas du tout un anarchiste ou un anti-étatiste de principe. Je crois quand même avec Cabanis que les gouvernements et les États, leurs serviteurs publics, visent d'abord à l'efficacité. Et que parce qu'ils visent d'abord à l'efficacité, par origine, par vocation, par notation ou par intérêt, ils se constituent assez vite en un corps actif
qui a cette efficacité et non pas nécessairement les droits pour seul principe, quels que soient les grands principes mis en œuvre par ailleurs. Pour parler d'un domaine que M. Emmanueli connaît bien, qui est le domaine du droit d'asile, par exemple, il est très clair en France que le système du droit d'asile est moins fait pour traiter les flux asilaires en distinguant ceux auxquels on doit donner l'asile de ceux auxquels on doit les refuser, que pour faciliter le travail des agents du ministère de l'Intérieur qui s'occupent de cette question depuis pratiquement le 19e siècle. Et je pourrais démontrer ce que j'avance en le prenant trait par trait. Donc il y a déjà cette espèce de biais sociologique, mais vous avez raison, ça n'est pas important et ça ne doit pas tourner à faire un procès d'intention à l'État. Ce qui se passe, si on réserve cette question de la vocation de l'État à exercer un contrôle administratif plus important parce que c'est plus commode pour lui et que ça lui permet de justifier son existence, ce qui se passe est quand même quelque chose sur quoi nous devrions nous interroger de manière presque philosophique, si je puis dire. C'est ce que Giorgio Agamben décrit comme la tentation permanente du titulaire de l'office à se substituer au titulaire des droits. Les offices, au sens classique médiéval du terme, les offices publics sont là pour garantir les droits. Ils sont fondamentalement là pour garantir les droits. C'est ce qui justifie la légitimité profonde du gouvernement. Et il se passe quelque chose d'assez dramatique quand on voit que l'étendue des droits vient à être définie par le titulaire de l'office. Ce qui est exactement ce à quoi nous assistons depuis une dizaine ou une vingtaine d'années. Je prends un exemple très simple, textuel, dans la Déclaration des droits de l'homme. Comment est-ce qu'elle est organisée, la Déclaration des droits de l'homme? Elle commence à dire, au fond, le principe de l'association politique, le principe de la société politique, c'est la garantie des droits individuels. Parce qu'à travers cette garantie se forge à la fois l'espoir d'une démocratie et l'idéal du citoyen libre, et qu'aucune société politique n'est légitime si elle ne défend pas l'idéal du citoyen libre. À partir de là, dans un deuxième temps du raisonnement, la Déclaration des droits nous dit, pour assurer ça, on a des fonctionnaires publics, il faut qu'ils soient recrutés de manière égale sans autre considération que leur talent, et puis d'autre part, on lève des contributions publiques qu'on appelle l'impôt. Mais il ne serait jamais venu à l'idée des rédacteurs de la Déclaration des droits de mesurer, par exemple, l'étendue des droits à la capacité de lever l'impôt. C'est une chose complètement, à juste titre d'ailleurs, et complètement inconnue des philosophes politiques du XVIIIe dont nous sommes les héritiers. Ce qui me trouble donc, c'est un mouvement actuel dans lequel, en effet, la garantie des droits, vous l'avez rappelé en matière de manifestation, par exemple, c'est très caractéristique, où la garantie des droits se trouve proportionnée à la capacité quasi budgétaire de l'État à faire son métier. En matière de manifestation, pour parler très franchement, je ne crois pas que cette question soit strictement une idée, par exemple, de capacité budgétaire ou financière. On voit très bien que ce qui conduit à préférer le filtrage individuel des manifestants, c'est l'idée qu'ainsi on va éviter que la manifestation, entre guillemets, ne tourne mal, et que la révélation des images publiques du moment où elles tournent mal ne porte préjudice à la réputation du ministre de l'Intérieur. C'est donc pas strictement une affaire budgétaire. Je ne pense pas au recrutement de quelques compagnies républicaines de sécurité près, qu'il soit beaucoup plus cher de pratiquer le système traditionnel de déclaration, d'interdiction et de recours au juge administratif que le système du filtrage individuel. Simplement, la communication s'en mêle. Et dans ce cas-là, la réduction des droits est la contrepartie non pas d'une moindre capacité budgétaire, mais d'une moindre, pour le dire poliment, appétence pour des gouvernements assez massivement discrédités en Occident à prendre quelques risques de communication que ce soit. Mais qu'on soit plus ou moins optimiste en ce domaine, il n'en reste pas moins que la question que vous posez est une question absolument centrale. Elle dépasse la question stricte des libertés. Je me souviens, je l'ai vu apparaître pour la première fois avec surprise il y a une vingtaine d'années quand je travaillais sur des textes relatifs à la privatisation des aéroports de Paris. Je vais vous donner cet exemple qui est absolument anecdotique, mais qui est très révélateur. Les aéroports de Paris ont le monopole de l'exploitation des aéroports en région parisienne, et ce monopole est assuré par la loi. Enfin, la loi dit c'est un monopole des aéroports de Paris, et donc à la fois elle confère un monopole et elle confère à l'aéroport de Paris l'obligation d'opérer ce monopole. C'est à la fois l'objet et l'effet de la loi. Eh bien, dans le cadre des opérations de transformation du statut, puis de transformation en société anonyme, les aéroports de Paris ont été contraints de fermer l'un des aéroports. Pourquoi? Parce que la police de l'air et des frontières ne disposait pas des moyens suffisants pour garantir le contrôle des passagers arrivant dans ce petit aéroport. Ça a l'air complètement anecdotique, mais c'est la première fois où j'ai été frappé de voir qu'en réalité, la volonté du législateur
était explicitement bafoué sur une question qui n'avait pas trait au droit, qui était une question d'organisation, par l'allégation faite par les représentants du ministère de l'Intérieur qui n'avaient tout simplement pas assez de moyens pour assurer la charge que l'État leur demandait d'assurer. Ceci est passé d'un petit problème technocratique comme celui que je mentionne à l'instant à des problèmes beaucoup plus graves en matière de liberté publique. J'ajoute pour finir, sans vouloir être trop polémique, que cette tendance de la part des titulaires des offices, comme dit Agamben, à définir l'étendue des droits ne consiste pas simplement pour eux à exciper de l'impossibilité budgétaire d'assurer les droits dans des conditions optimales, mais très souvent s'accompagne de leur part d'un interventionnisme parlementaire à caractère lobbyiste qui est également très surprenant et à mes yeux extrêmement choquant. Il est extrêmement choquant que les syndicats de policiers, les magistrats, les syndicats de magistrats interviennent dans l'élaboration de la loi pour obtenir telle ou telle disposition qui leur rendra simplement la vie plus facile. C'est une tendance absolument permanente. Quand vous regardez le registre des délibérations du Conseil constitutionnel dans les années 70, il y a une délibération que j'aime beaucoup, c'est ce registre public, et vous voyez un moment, le président du Conseil constitutionnel de l'époque était Roger Frey, qui ne passait pas pour un humaniste bélan, qui d'ailleurs avait été ministre de l'Intérieur, et on soumet au Conseil constitutionnel la constitutionnalité d'une disposition de loi prévoyant je ne sais quel dispositif liberticide. Je crois que c'était au moment de la fouille des véhicules, la grande décision sur la fouille des véhicules. Et dans le registre, il est simplement dit, Monsieur Frey fait la remarque suivante, nous sommes ici au moins 2 ministres de l'Intérieur, anciens ministres de l'Intérieur assiégés au sein du Conseil constitutionnel, nous savons parfaitement qu'il ne se passe pas de semaine sans que la police et l'administration du ministère de l'Intérieur ne viennent proposer aux ministres un dispositif destiné à être voté par le Parlement, réduisant les libertés publiques au seul motif que l'action de la police en sera rendue plus commode. Il faut arrêter cette dérive. Et je parle là d'un ministre de l'Intérieur particulièrement répressif des années 60-70. Cette tendance n'a fait que s'aggraver au cours des années récentes et dans l'indifférence presque générale, mais c'est une tendance qui doit en effet, comme vous le soulignez, nous conduire à nous interroger. Merci. Quelques mots quand même pour vous dire que M. Alioune, qui est donc une personnalité essentielle des droits de l'homme en Afrique, nous avait adressé quelques lignes pour nous donner le thème de son intervention que j'ai envie de vous rapporter parce que nous regrettons tous que l'Afrique n'est pas plus présente parce que les dans le cadre de ce regard croisé. Alioune avait prévu d'intervenir sur l'instrumentalisation politique de la pandémie. Alors, vous voyez pas, mesdames et messieurs, vous voulez prendre le rôle de webmaster, c'est vraiment une grosse échelle. Donc, l'instrumentalisation politique de la pandémie par l'État pour priver les citoyens de leurs droits, étant en permanence dans une situation d'exception, sans que des mesures prises soient efficaces. Je change là. Vas-y, pas. Bon, le son est revenu. Avant la tentative de sabotage du bâtonnier Vattier, j'ai essayé. C'est bien connu. Donc, je voulais juste vous dire que M. Alioune avait prévu d'intervenir d'une part sur l'instrumentalisation politique de la pandémie. Il voulait nous dire avec force qu'au Sénégal, tout le monde souhaite la levée de l'état d'urgence car les gens n'y voient aucune nécessité. Mais également, il voulait avoir un discours plus politique
pour nous dire que toutes ces mesures arrangent les politiques au Sénégal qui trouvent dans la Covid-19, dans un contexte où les tendances sont à l'autoritarisme et à la violation de la Constitution, des moyens qui permettront peut-être à un président de la République de faire un troisième mandat. Mais également, M. Tim voulait nous sensibiliser sur le fait que personne ne perçoit à quel point les effets de la crise sanitaire sur l'économie en Afrique sont peut-être aussi graves que les effets sanitaires directs et que la catastrophe économique et ses conséquences sera peut-être encore pire que celle des conséquences directes de la crise sanitaire. Et également, dire peut-être que plus encore que ce que nous avons pu dire dans ce qui a pu être dit sur nos pays, les effets sur la démocratie, sur la remontée de la dictature en Afrique est quelque chose de très grave. Monsieur Sureau, il n'y en a que pour vous, puisqu'un autre de vos auditeurs, qui parle, je ne sais pas quel pays, mais tant pis, dit, je le cite, Monsieur Sureau, vous parlez de l'intrusion toujours plus grande de l'État toujours plus grande de l'État dans la sphère qui relève de la liberté fondamentale du citoyen. Pourtant, il n'est pas difficile de constater l'absence presque patente de réflexion sur le sujet dans nos médias ou simplement chez les citoyens. Que faudrait-il faire pour démocratiser cet intérêt pour la liberté? Quel serait, pour paraphraser la phrase de Lyoté, le rôle social du citoyen pour défendre la liberté? Je crains que cette question absolument fondamentale ne dépasse mes modestes capacités, je le dis sans coquetterie. Là où votre question, je trouve votre question absolument pertinente, c'est qu'elle montre qu'il est vain de déplorer des conséquences alors que nous ne nous interrogeons pas sur les causes. Et ces causes me paraissent être tout simplement que nous avons perdu la conviction intime que la liberté était préférable. Et par la liberté, je ne veux pas parler simplement de la liberté de lire ce qu'on veut ou d'aller boire des bocs en terrasse, mais cette liberté qui conduit à l'affrontement des opinions, à voir se succéder sur le plan politique des opinions différentes, qui conduit à des formes de contestation parfois extrêmes. Nous avons perdu cette idée qui était fondamentalement notre idée née à la fin du XVIIIe, selon laquelle c'était de cela que pouvait naître le perfectionnement progressif de nos sociétés. Et ce qui est frappant, c'est que cette perte rencontre, cette perte, elle est dans le corps social, si je puis dire, avant d'être dans les gouvernants. Les gouvernants ne sont pas mauvais alors que le corps social serait bon. C'est bien parce que le corps social a perdu cet idéal que les gouvernants peuvent faire ce qu'ils souhaitent toujours faire de manière générale, c'est-à-dire réduire les occasions pour les empêcheurs de gouverner en rond, d'ennuyer l'action du gouvernement. J'en prends un exemple très très simple qui est la volonté du contrôle des opinions, la volonté du contrôle des paroles. Cette volonté, elle est à l'heure actuelle massive dans une part assez considérable du corps social qui est extrêmement prompt à disqualifier tel ou tel à raison de ses opinions supposées. C'est l'une des raisons pour lesquelles, je suis très minoritaire sur ce point, mais avec quelques autres, j'ai toujours été plutôt un partisan de l'idée américaine de l'impossibilité totale de limiter la liberté d'expression. La liberté d'expression suppose la possibilité d'être blessé ou révolté par les opinions contraires, et lorsque ces opinions se sont émises, alors seulement on peut imaginer de les sanctionner parce que, par exemple, elles ont constitué un appel au meurtre, au pogrom, ou que sais-je encore. Mais la tendance que nous voyons se développer à l'heure actuelle, je parle par exemple des dispositions de la législation française sur le contrôle de l'expression sur les réseaux sociaux, les fake news, etc., c'est une tendance où serait remise à des opérateurs privés, où serait remise partiellement au CSA un jour si c'était le cas, la possibilité de censurer une opinion avant même qu'elle ait commencé de courir, motif pris de sa dangerosité supposée. Il faut bien voir que si on se fonde par exemple sur les demandes de sanctions que le CSA reçoit hebdomadairement, quotidiennement en France, cette option-là recueille l'assentiment de très très larges parties de la situation, de la population. Ce qui me laisserait craindre pour l'avenir une situation un peu effarante où en réalité une sorte de chape de plomb intellectuelle
s'étendrait sur la société, l'État par ses organes répressifs ayant simplement la vocation de faire circuler le mistigris et de condamner chaque communauté ou chaque individu pour son manquement réciproque aux affects d'autres communautés ou d'autres individus. Mais ceci n'a pas sa source, à proprement parler, dans une action maligne de l'État. Ça a sa source dans cette idée que nous avons dans des sociétés très troublées et assez inciviles, qu'en réalité, la seule manière d'assurer la civilité collective, ça n'est pas de débattre, c'est en réalité de s'abstenir d'émettre des opinions. Ce qui est une idée qui me paraît absolument nouvelle et extrêmement dangereuse. Beaucoup plus dangereuse d'ailleurs que l'accroissement des dispositifs étatiques qui ne font que surfer en quelque sorte sur cette vague. Merci. Je propose à nos orateurs de conclure en nous disant comment ils voient vers l'avenir l'évolution qu'on peut attendre. C'est quoi l'après? Est-ce que vous rappeliez, M. Sureau, que nous ne connaissons que des périodes d'état d'urgence depuis plusieurs années? Est-ce qu'on est donc parti vers un état d'urgence permanent? Est-ce que cet état d'urgence va pouvoir être canalisé, régulé? Si oui, comment? On vous posait des questions d'ailleurs sur l'intervention citoyenne. Je me tourne vers le médecin qui nous a dit que nous allons devoir vivre avec, mais la médecine et les questions de démocratie se rejoignent. Et je vous propose, monsieur le ministre, monsieur le médecin, cher Xavier, de essayer de nous apporter une réponse de conclusion. Lorsque j'étais un jeune étudiant en médecine, il y a déjà un petit moment, il y avait encore les séquelles de la grande épidémie de polio qui avait ravagé littéralement la Suède, le Danemark, et qui avait atteint la France. Et à l'époque, on avait encore l'habitude des maladies infectieuses. Il y avait un hôpital au nord de Paris, qui était l'hôpital Claude Bernard. C'était un hôpital pavillonnaire. Les médecins, à l'époque, c'était des médecins coloniaux, savaient traiter les grandes pathologies et les grandes épidémies. Et donc, il y avait des pavillons, parce qu'il y avait des maladies infectieuses. C'était un pavillon comme on voyait en Afrique, des hôpitaux pavillonnaires. J'ai connu les grands médecins de la typhoïde comme Reilly, connus. Ils étaient dans l'Olympe. Moi, j'étais externe. Mais c'était fascinant de voir qu'ils avaient la maîtrise de ces malades-là. Quand on dit nos services de réanimation sont transformés en services Covid, évidemment, vous allez les mettre. Il n'y a pas de concept de maladie contagieuse, et il n'y en a plus. Donc, il va falloir mettre en perspective qu'est-ce qui nous attend comme pathologie. On maîtrise les accidents domestiques, les accidents de fracture, on maîtrise par la technologie. À Paris, on ne doit pas faire un infarctus si dans les 8 minutes vous êtes pris amené en coronaro. On fait la même chose sur les accidents vasculaires. On commence à avoir une bonne prévention avec la technique. Mais les maladies infectieuses, les maladies virales, ça a échappé à notre champ de compréhension. À tel point qu'on a peu de moyens, on transforme en lit de Covid, on fait des évacuations aériennes, on transforme, comme dans la guerre de 14, des trains sanitaires. Oui, mais il va falloir réinventer, ou se réapproprier le fait que l'évolution va nous apporter la norme, c'est-à-dire que les organismes évoluent, les organismes se battent pour exister. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on n'a pas fait la communication du vaccin. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'était une grande conquête de la représentation pastorale. Il y avait un virus, on faisait un leurre, pseudo-virus, on le tuait, et puis on faisait un vaccin, et l'organisme croyait sécréter des anticorps
on maîtrisait la maladie. Or, le vaccin que nous présente n'est pas de type, c'est du style génie génétique, qu'on maîtrise très bien, qu'on n'avait pas appliqué dans le monde des vaccins, mais on ne l'a pas expliqué. C'est pour ça que changer de paradigme, c'est la chose la plus difficile, plus effroyable pour l'esprit que de faire avec des nouvelles normes. On ne comprend pas. On aurait dû faire de la communication là-dessus. En disant, écoutez, c'est une avancée prodigieuse. Va bien au-delà, sans tuer Pasteur, bien sûr, bien au-delà de ce qu'il pouvait rêver. Il appelait ça les virus ultra-filtrants. Mais voilà qu'on arrive à maîtriser ces choses qui ne sont même pas la vie, avec du génie génétique. Regardez où on en est. Au lieu de ça, les gens sont effrayés. Oui, c'est encore une manipulation, de même que le virus est une manipulation de laboratoire. On craint et on n'explique pas. Donc, je crois que ça fait quand même le jeu. La peur, d'une certaine façon, fait le jeu du pouvoir. Je ne dis pas que c'est recherché. Je dis que le monde est anxiogène. Je suis en train de faire un travail sur les enfants du Covid. Dès le ventre de la mère, les enfants, il y a une sécrétion de cortisol. Chez les mères stressées, qu'est-ce que ça va donner sur les enfants? Les enfants qui sont sur un territoire où ils sont obligés, en compétition avec les parents, où ils ne peuvent rien faire, où ils se reproduisent psychiquement, qu'est-ce que ça va donner si on faisait une information? Mais je crois, ce n'est pas de la perversion, peut-être que c'est la désinvolture, mais de faire un monde si anxiogène permet de dire je vous défends contre moi et par elle, faites-moi confiance. Je suis votre défenseur, je suis votre bouclier. L'état d'urgence, si on ne change pas notre fusil d'épaule, il y en a pour longtemps, dans une ambiance de peur et sans donner d'explication. Je crois qu'on ressasse constamment la phrase de Camus de 1842 quand il disait les choses mal nommées ajoutent à la souffrance de ce monde. Il écrivait ça, le philosophe Parin. C'est toujours vrai. On nomme pas. Donc, c'est des choses qui ne sont pas dites. C'est une espèce de grand danger. Un rêve, le chevalier blanc, qui va vous défendre. Donc, je n'ai pas d'autre moyen de vous défendre que vous supprimez vos libertés. Vous ne sauriez pas quoi faire. Je pense qu'il faut expliquer aux médecins. Dans cette arène dans laquelle il se balade tout le temps, il faut apporter des vraies informations. Ce n'est pas de mal à veille. Patrick Lagadec, qui est quelqu'un qui a étudié la crise toute sa vie. Il travaillait à l'école polytechnique. Il disait toujours dans la gestion de l'information en temps de crise, il faut maîtriser complètement l'information. La maîtriser. Tant pis. Alors là, l'état d'urgence, j'en ai, fermez-la. Donnez les vraies informations pour vous défendre. On est loin du compte. Comment je vois l'avenir? Il faut se battre, chacun à notre niveau, chacun à notre tribune, essayer de faire avancer, comment dirais-je, sans concession en virtuel, faire avancer la réalité. Voilà. C'est le prix de la liberté. Monsieur Siro, juste quatre choses brièvement. La première, c'est qu'il me semble que, en réalité, de manière assez paradoxale, d'ailleurs, nos libertés sont plus affectées par l'indécision de l'État que par ses choix. Je pense que pour remédier à ça, il y a 3 ou 4 choses à faire. Je l'exprime en naïveté. Il faut certainement que le Conseil constitutionnel continue de défendre, et encore radical qu'il le fait à l'heure actuelle, les libertés publiques et les libertés individuelles. Il faut certainement que la presse, que je suis à la défenseur de la liberté de la presse, que la presse fasse davantage son travail. Je suis très très frappé en France, par exemple, du caractère absolument moutonnier servi de la presse au cours de la première période de confinement. C'était tout à fait
fait caractéristique, c'était la Pravda. On ne pouvait pas regarder un écran de télévision sans voir un journaliste de France 2 qui expliquait que le travail du journaliste était en fait de rassurer les populations. Non, le travail d'un journaliste n'est pas fait pour rassurer n'est pas là pour rassurer les populations. Les Français ne sont pas une garderie d'enfants apeurés ou un troupeau de moutons qu'il conviendrait de rassurer, et ceci est vrai pour la totalité des autres pays dont vous êtes les représentants ici. Donc il y a le Conseil constitutionnel, la liberté de la presse, et il y a un troisième point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'il faut redonner vie à la démocratie représentative, qui est la seule manière que nous avons trouvé de garantir les libertés, puisque au fond, la démocratie représentative consiste à mettre dans un chaudron civilisé les passions contraires qui nous animent tous, histoire de les faire servir au bien collectif. Et à l'heure actuelle, par exemple, il est clair qu'un Parlement voué à l'accumulation d'une normativité imbécile année après année, mais qui en revanche n'exerce pas de véritable devoir au travail de contrôle et d'évaluation des lois déjà votées ou des politiques menées, est un Parlement qui a cessé de remplir son office par rapport aux grands rêves de nos pères fondateurs traditionnels. Enfin, dernier point, je crois qu'il y a des choses qu'il faut supprimer. Je crois qu'il faut en revenir à l'autorité judiciaire qui ordonne des libertés individuelles. Je crois qu'il y a un certain nombre de textes tout à fait dérogatoires et étranges qui ont été introduits ces dernières années, sur lesquels il faut radicalement revenir. Et revenir suppose de la décision, du courage, et avant tout du courage dans le citoyen. Si nous n'avons pas confiance dans les vertus du citoyen, alors en réalité, en effet, la meilleure solution est le despotisme, le régime prévoyant et doux dont M. Tricot parlait tout à l'heure, et qui était le régime prévoyant et doux dont parlait Tocqueville, et dont personne d'entre nous, je crois, ne veut. Merci. Monsieur Keita, un mot de conclusion, étant précisé qu'il nous reste 4 minutes d'antenne. Xavier Jean, tu nous entends? Oui, je vous entends, mais je ne peux pas. Ah, ça y est. Oui, je vous entends très bien. Merci. Le mot de conclusion, le mot de conclusion que je voudrais vous faire partager est un proverbe peul. Ce que l'on apprend vaut-il ce que l'on oublie? À savoir, les remèdes que nous envisageons d'apporter devant un mal ne sont-ils pas pires souvent que le mal? Donc, ce proverbe peul, en conclusion, nous invite à la balance, à un équilibre pour préserver ce que nous avons conquis comme avantage et qui sont inhérents à une société moderne, développée et démocratique, et de l'autre côté, le devoir de soigner, le devoir de protéger, et c'est à cette balance qui est celle de la justice et des avocats que je vous invite à avoir toujours en mémoire. Je vous remercie. Merci Xavier Jean, merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui se sont d'ailleurs, dont le nombre a d'ailleurs augmenté, qui ont suivi les 2 heures de ce webinaire. Et ce que je voudrais dire à tous les avocats de tous les pays de la CIB qui nous écoutent, que ce webinaire n'est pas un point d'arrivée, mais un point de départ. L'objectif de la CIB, ça va être de recenser partout où la pandémie sert de bon prétexte pour limiter les droits de la défense, pour essayer de trouver une cohérence dans les actions que nous pourrons avoir d'un pays, d'un continent à l'autre. Et pour ça, nous vous invitons, comme beaucoup d'entre vous ont déjà commencé à le faire, à écrire au secrétariat général de la CIB pour nous informer de tout ce qui se passe contre les libertés publiques, de tous les abus au nom du droit de soigner ou au nom d'aucun droit du tout, pour que le rapport de force que nous pouvons collectivement exercer soit plus fort malgré la situation sanitaire. Et à tout seigneur, tout honneur, il appartient évidemment à Monsieur le bâtonnier Bernard Maquier, secrétaire général de la CIB, de conclure ce webinaire.
Merci, je vais parler plus fort que tout à l'heure. Et merci de me donner la parole. Je voudrais remercier vivement tous nos intervenants. Et le propos que vous avez tenu, Monsieur Sureau, le propos que vous avez tenu, Monsieur le ministre, et puis la défense laborieuse qui est présente dans les prétoires en face des, pour la défense des libertés, nous réjouissent. Moi, j'étais très heureux de lire un livre sur les libertés de M. Sureau, car je me suis aperçu qu'en fait, on a une société qui s'endort, qui n'a pas conscience, et le citoyen n'a pas conscience de ce que progressivement nos libertés se réduisent. Et on devient, le citoyen devient en quelque sorte complice de cette capture de leur liberté, de la liberté individuelle. Et il est bon d'avoir des auteurs et des avocats en mesure de lever les paupières pour montrer que nous nous endormons alors que l'histoire nous a donné la liberté et au nom du terrorisme, au nom de la pandémie, on accepte pour des raisons qui sont des raisons sécuritaires, on accepte que ces libertés se réduisent. Et ça, c'est grave. Ça, c'est grave et c'est pourquoi je suis très content que la CIB ait pu organiser une réflexion sur ce sujet parce que les avocats doivent être les fers de lance pour s'opposer à cette espèce de couche progressive qui vient se poser pour réduire le rôle des citoyens. Et donc, M. Emmanuel, vous avez évoqué aussi un autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'information donnée aux citoyens. Parce que le citoyen doit disposer d'une information pour pouvoir exercer pleinement ses droits. Et on constate qu'en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est effectivement critiquable. Et elle est critiquable peut-être sur un plan institutionnel, parce que comme vous l'avez rappelé, M. Sureau, on a un véritable affaiblissement parlementaire. La démocratie, c'est une démocratie parlementaire. Et si le Parlement n'est pas en mesure de veiller au respect des libertés, à ce moment-là, effectivement, nous sommes dans une situation grave. Mais d'un autre côté, on peut difficilement admettre que celui qui a la charge de la santé publique, celui qui a la charge de la sécurité, soit entravé dans sa mission. Et on a par conséquent une problématique infernale. Et il est bon qu'il puisse y avoir de contre-pouvoirs et qu'il puisse y avoir ces éléments de réflexion, étant observé en outre que dans des démocraties vulnérables, derrière la pandémie, derrière le terrorisme, se glissent aussi des légitimités pour des systèmes juridiques, des systèmes institutionnels dictatoriaux. Et là, il faut effectivement être en mesure de les dénoncer. Alors nous avons sur ces problématiques qui sont très générales, qui sont institutionnelles, qui concernent les libertés fondamentales, nous avons un sujet que nous voulions traiter à Libreville au mois de décembre dernier, dans le cadre de notre congrès annuel. Nous voulions faire une sorte d'état généraux de l'impact de la pandémie sur les libertés publiques. Nous voulions montrer le rôle des juristes qui sont présents pour veiller au respect des libertés. Et notre congrès de Libreville, malheureusement, ne va plus se tenir pour cause de pandémie. En revanche, je vous invite tous à venir à notre congrès de Libreville qui se tiendra en décembre 2021, dans la première semaine de décembre 2021, sur un thème qui est pandémie, mais on pourrait dire terrorisme et pandémie, on pourrait dire aussi lutte contre la corruption et liberté individuelle. On peut ajouter des tiroirs, parce qu'on est dans une société où on est de plus en plus enserré dans le respect de vertus qui réduisent les libertés individuelles. Et notre congrès de Libreville qui se tient a pour objet de traiter 3 thèmes, pandémie et justice. Et là, j'écoutais avec attention ce que disait notre ami Keïta. Est-il possible de pendre des hommes après les avoir jugés par Zoom? Est-il possible que la justice s'arrête au nom de la pandémie en laissant détention sans avocat? Et nous avons des exemples, même en France. Heureusement que le Conseil constitutionnel est intervenu sur ce sujet.
Nous avons également un autre aspect qui est important, c'est pandémie et sécurité juridique, avec le problème posé par l'imprévision née de la pandémie et les conséquences qui en sont et qui résultent au niveau contractuel. Et puis enfin, nous terminons sur le thème que nous avons évoqué, c'est-à-dire pandémie et liberté publique, c'est-à-dire l'impact de la pandémie dans le respect institutionnel des libertés publiques. Alors voilà, on a un débat très riche, et surtout, ce qui est formidable, c'est que ce débat-là, il est présent avec des cultures multiples. Dans le domaine de la francophonie, nous avons une unité de parole, mais nous avons aussi des sensibilités différentes. Et c'est pourquoi je me réjouis, on a déjà des travaux qui ont été faits, j'ai vu des rapports qui ont été établis et qui sont tout à fait intéressants, où se mêlent précisément les analyses qui sont faites en vertu par le Conseil constitutionnel français, mais également par les juridictions étrangères et francophones. Et je pense que les avocats doivent pleinement assumer le rôle sociétal et lever les yeux sur ces questions, veiller à ne pas se laisser endormir par la recherche de la quiétude, la sécurité, en faisant par principe une confiance irréfragable à nos gouvernements. Alors, je vous dis au mois de décembre à Libreville, et surtout, merci infiniment. Les intervenants, M. Sureau, j'invite à tous nos auditeurs à lire un petit ouvrage très court sur les libertés. Sans la liberté dans les éditions Gallimard. Voilà. Et c'est un ouvrage qui est remarquable, il y en a d'autres. Puis M. Well me dit, en plus, je suis très content de voir que les libertés prennent une place importante à l'Académie française. Et monsieur Emmanueli, je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai vous retrouver, parce que, comme j'évoquais tout à l'heure, il y a 25 ans, on a réfléchi ensemble sur les questions de droit d'urgence avec le SAMU social, etc., etc. Et nous avions travaillé sur ce point pour la défense des droits des gens en voie d'exclusion. Voilà. Et donc, c'est très heureux de vous retrouver à cette occasion. Merci infiniment de votre contribution. Et je dis à tous nos auditeurs et voilà, aux téléspectateurs que vous êtes non seulement bienvenus à Libreville, mais surtout, nous avons décidé d'un prochain webinaire sur des sujets qui concernent le respect de la justice dans le monde moderne. Et nous prendrons une position auprès d'un conseil d'administration qui se tient le 15 mars prochain. Merci.